les éternels. Je vous avoue que Marvel, c'est un univers que j'accroche de moins en moins, je pense que vous l'avez vu avec ma vidéo de Shang-Chi. Donc j'avoue au début que quand j'ai vu la bande-annonce des éternels, malgré que ce soit une réalisatrice nommée aux Oscars qui le réalisait, Chloé Zhao, je crois si je me rappelle bien, eh ben on va dire que j'étais un peu plus emballé en me disant « Ah, il a l'air d'y avoir plus de mise en scène, j'avoue, ça a l'air intéressant. » Mais j'avais toujours cette petite peur de me dire, comme avec Shang-Chi, « Ah, mais Kevin Feige va être derrière, il va peut-être tout gâcher, ou alors il va remettre le cahier des charges du MCU. » Est-ce qu'au final ça a fait ça? Eh bien on va voir ça tout de suite. Mais d'abord, parlons de l'histoire du film. À la base, les Éternels sont venus sur Terre afin de combattre les déviants et sauver l'humanité. Mais plusieurs incidents les obligent à se séparer. Plusieurs années plus tard, ils doivent se retrouver afin de réaffronter les déviants qui semblent avoir une nouvelle espèce qui est devenue un peu plus puissante. En gros, c'est l'histoire globale du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau film Marvel? Eh bien, j'avoue que là, j'ai été impressionné. Pas dans le sens où le film est exceptionnel et qu'il faut le voir à tout prix, mais dans le sens où je ne m'attendais à rien, et j'avoue que ce Marvel m'a surpris dans le bon sens du terme. Je pense que là, on tient probablement, même si ça vient de commencer, le meilleur film de la phase 4, ou du moins un des mieux travaillés. Il a des qualités vraiment qu'il faut souligner, des choses qui font assez plaisir, surtout quand t'es habitué à la formule MCU habituelle, mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire que tout est bien dans le film. Il y a aussi des défauts dont il faut parler. C'est d'ailleurs par ça que nous allons commencer. En premier défaut, je citerai Icarus. Alors le personnage en lui-même, j'ai pas grand chose à en dire, hein, c'est juste un des plus puissants éternels qu'il y a dans le groupe. En fait, si ce personnage pour moi il est problématique, c'est que c'est une copie de Superman. Non mais clairement, hein, à quelques pouvoirs près, c'est vraiment Superman. Je veux dire, ça se voit dans la manière de jouer de l'acteur, ça se voit aussi dans ses pouvoirs, voilà. Donc c'est surtout ça que je reprocherais moi à Icarus, c'est le fait que ce soit un Superman bis. Après le personnage en lui-même, il y a un peu de développement, mais ça on en parlera plus en partie spoil parce qu'il y a des événements majeurs qui arrivent, mais ça va, le personnage se tient. Moi, c'est vraiment le coup c'est une copie de Superman. Et j'insiste bien sur le mot copie. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Icarus, j'ai un autre problème avec lui. Ça lui arrive de se battre avec autre chose que ses yeux laser. Non, parce que pour ceux qui n'ont pas fait attention, en fait, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il combat, il utilise ses yeux laser. Mais attention, c'est pas comme Superman qui les utilise de temps en temps contre ses adversaires. Genre, une fois contre les commandants de Zod, là, Faora et l'autre gros lard dont j'avais oublié le nom, il a utilisé dans le vaisseau pour détruire le vaisseau, il a utilisé contre Zod pour couper un élément, mais Superman il s'en servait pas tout le temps si vous voulez. Sauf que Icarus c'est ça en fait. À chaque fois, Icarus se sert de ses yeux laser. Et le problème c'est qu'à côté il a quoi? Il a de la super force, il va super vite, donc il peut te donner des coups vraiment monstrueux si tu veux. Le problème c'est que là, il ne se sert que de son putain de laser. Sans déconner, qu'est-ce que ça vous coûtait qu'il se concentre sur sa force brute plutôt que sur ses lasers? Je veux bien qu'il se serve de ses lasers pour tenir un peu l'ennemi à distance ou quoi que ce soit, mais sans déconner, il s'en sert tout le temps. À chaque fois qu'il y a un combat, vous le verrez s'en servir. Et sincèrement, autant dans les premiers combats, on se dit « Bon, ça va, c'est pas si mal, on va pas se plaindre ». Plus il y a de combats, plus il l'utilise tout le temps et plus ça devient saoulant. Ah, moi je veux bien qu'il se serve de ses pouvoirs et qu'il montre à quel point il les gère bien, mais il y a exagération là, il aurait peut-être fallu qu'il se serve de ses autres pouvoirs. Surtout que s'il n'avait pas utilisé que ses yeux laser et surtout sa super force, ils auraient peut-être gagné plus facilement contre les déviants. D'ailleurs ça amène à un autre problème selon moi, l'inspiration de Justice League. Alors, pas forcément du film, hein, juste de l'univers Justice League, vous savez, un peu de l'équipe et tout ça. Parce que quand même quand on regarde bien les Éternels, moi quand je vois la rapide, j'ai l'impression de voir Flash en muet avec une autre couleur de peau, on sent vraiment l'inspiration de Justice League. Encore une fois, Chloé Zhao ne s'est pas cachée qu'elle s'est inspirée de Zack Snyder et de Justice League. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça a permis justement un peu que ce Marvel change des habituels et apporte un peu plus de qualité, juste que ça se voit un peu trop que c'est inspiré de DC. D'ailleurs, apparemment, juste ce que j'ai compris, il y en a qui reprochent au film d'être trop sombre, pas assez d'humour, pas assez de couleurs. Tiens, c'est étonnant, c'est ce que vous aviez reproché à BVS à l'époque. Et ça fait qu'après, on a eu ces merdes de Suicide Squad et de Justice League de Joss Whedon. Vous voulez vraiment répéter cette erreur encore une fois? Enfin bref, l'inspiration se sent, mais c'est pas non plus flagrant, juste on sent l'inspiration de Justice League, même si Chloé Zhao a sa propre mise en scène. Je vais revenir aussi sur le fait qu'ils ne sont pas intervenus quand c'était Thanos qui avait attaqué la Terre. Alors, de ce que j'ai compris dans le film, et attention, là je ne me base pas sur les comics, hein, je ne me base que par rapport au film, les Éternels n'ont pas le droit d'intervenir dans les conflits humains. Donc les conflits humains, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Bah ça veut dire les guerres qu'il y a lieu, style la Première Guerre mondiale, la guerre froide, le Troisième Reich, la Seconde Guerre mondiale, ok, donc ça je veux bien, je l'accepte. Est-ce que Thanos c'était une crise qui concernait uniquement les humains? Alors que, je rappelle, le mec disait bien, je vais anéantir la moitié de l'univers, la moitié des êtres de l'univers. Ce qui veut dire qu'il ne s'en est pas pris qu'aux humains, il s'en est pris aussi à des races extraterrestres.
Donc, est-ce que c'est réellement une bonne justification sur le pourquoi les Éternels ne sont pas intervenus? Non, mais je trouve ça un peu plus crédible que celle de Captain Marvel qui n'est pas intervenue avant. En même temps, c'est ça le problème avec les films solo que tu fais après des films comme Infinity War, c'est que pour justifier pourquoi ils sont pas intervenus avant, c'est très difficile. Mais bon, je le redis, les Éternels c'est plus crédible que Captain Marvel. Enfin bref, voilà, la justification du pourquoi ils sont pas intervenus, je ne suis pas convaincu. Je voudrais revenir aussi sur les flashbacks parce qu'en fait c'est un film qui jongle un peu entre le présent et le passé et je trouve ça un peu fait bizarrement en fait. Limite je me demande pourquoi les deux flashbacks, les deux premiers ne sont pas dans le passé directement, ça aurait été plus facile. Après tu démarres dans le présent, tu mets le seul flashback qui fonctionne concernant le chef des Éternels. L'ancien chef, pardon, c'est vrai qu'il y a un nouveau chef. Donc je ne comprends pas trop pourquoi vous n'avez pas fait comme ça parce que moi je vous avoue que quand j'ai vu le film et que j'ai vu flashback et flashback, j'ai pas trop compris. Surtout que je voyais pas en quoi ça les reliait tous les deux, parce que une scène de flashback c'est censé être relié avec ce qui se passe dans le présent, pour pouvoir faire la transition. Or là, j'ai pas eu cette impression. L'humour du film est assez absent, j'avoue que d'habitude le MCU, on sent l'humour, on se dit « Oh là là, l'humour MCU, ça va nous faire rire toutes les 5 minutes !» Mais là non, bizarrement, l'humour est assez absent. Bon, il y a quelques blagues, un comic relief assez chiant dont on parlera après, mais réellement, je vous assure, l'humour est assez absent comparé à d'habitude. Et ça fait du bien. Ah, moi j'en avais marre de toutes ces blagues qui nous essayaient de nous faire rire toutes les 5 minutes. Là, ça fait du bien de respirer, t'as juste quelques blagues de temps en temps pour essayer de te faire rire. Et t'as le dernier quart du film où là, c'est revenu un peu à la formule MCU habituelle. C'est dommage parce que vous étiez bien débrouillé là avec l'humour. Croire que le dernier quart a un peu tout gâché. Pas totalement non plus parce que le dernier quart se regarde quand même, mais on sent que le dernier quart c'est très MCU-esque avec son humour. Alors que les 3 premiers quarts du film, ça va. Il y en a mais ça va. Il y a peut-être des moments du film qui étaient dispensables parce que, je ne l'ai pas dit mais le film dure 2h35 je crois, ou 2h40, en tout cas c'est dans ces environs. Et qu'est-ce que c'est long! Ah je vous assure ça passe lentement à certains moments, t'as l'impression que certaines scènes traînent. Ce qui est assez étrange parce que le film en lui-même n'est pas trop long, il se regarde, le temps passe. Mais j'avoue que des fois je regardais ma montre en mode ça prend un peu trop de temps quand même là. Bah autant j'ai pas eu ce problème avec Justice League de Zack Snyder, autant là j'ai eu ce problème. Je ne comprends pas. Mais malgré ça, il y a quelques petites scènes dont on aurait pu se passer, comme la fameuse scène dans le bande-annonce où ils disent maintenant que Iron Man et Captain America sont partis, qui va diriger les Avengers? Ce passage-là, enfin, en tant que repas, c'est bien qu'ils se retrouvent, mais c'est une scène touchante qui fonctionne en narration, mais juste ce dialogue-là, c'était pas nécessaire. Enfin, des scènes inutiles comme ça, il y en a pas beaucoup non plus, donc c'est un peu pardonnable. Par contre, un truc qui est moins pardonnable, c'est qu'on a un Éternel qui n'a pas été développé dans ce film. Et je suis désolé, mais pour moi, quand tu fais un film de groupe, tu es obligé de développer tous tes personnages. Ce que les films Avengers ont compris. Alors oui, dans un film de groupe, t'as toujours un personnage que tu mets un peu de côté, où tu te dis, bon, lui, on enlève un peu le développement parce que c'est moins important. Le problème, c'est que là, pour moi, c'est un personnage qui avait du potentiel. C'était Makkari, la rapide du groupe. Tu la vois juste arriver à un moment du film, et elle est là. D'ailleurs, ça pose une question aussi, c'est comment elle a fait pour tenir aussi longtemps quand tu la vois pour la première fois là et que tu sais ce qu'elle faisait toutes ces années. Non seulement ça manque de développement, mais en plus ça nous fait poser certaines petites questions. D'ailleurs, puisqu'on parle des personnages, je vais revenir aussi sur Kingo et son majordome. Qui sont les personnages saoulants du film? Je pense que Kingo c'est le comic relief qu'il faut dans le cahier des charges du MCU. Mais ce que je trouve dommage en fait avec Kingo, c'est que déjà il est très énervant par rapport au fait qu'il veuille faire son documentaire vraiment en mode humour et gamin. Je ne déconne pas, ceux qui ont vu le film me comprennent. Son majordome il sert pas à grand chose non plus, hein, autant qu'on se le dise. Mais je crois que le pire c'est surtout vers le dernier quart du film. Mais je peux pas vous en parler là, je ne pourrais vous en parler qu'en partie spoil. L'émotion était pas exceptionnelle. Il y a du travail de mise en scène, de jeu d'acteur, tout ça. Mais bizarrement l'émotion ne m'a fait ni chaud ni froid. J'étais pas triste de voir certaines scènes, j'étais pas très enjoué d'en voir d'autres, juste voilà, l'émotion sur moi n'a pas marché. Ça a peut-être marché pour d'autres et je le respecte. Moi ça n'a pas fait grand chose, je l'avoue. Enfin je finirai sur le fait que un certain personnage est prévisible. Je dirais pas qui ici parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais disons que dès que tu le vois dans le film, tu te dis... Lui, je sens qu'il va être un méchant. Et le pire, c'est que je m'étais pas trompé. Ça, je l'avais vu dès que je l'ai vu la première fois. Et ben, j'avais raison. Voilà, négatif, j'ai dit beaucoup de choses, mais je vous rassure, positif, j'ai aussi beaucoup de choses à dire. À commencer par les personnages et avec Sersi, jouée par Gemma Chan. C'est le nouveau leader des Éternels. C'est à elle de trouver ce qu'il faut faire, comment le faire, dans leur objectif, leur mission. Elle a eu la responsabilité de devenir la nouvelle chef, et elle a du mal à l'assumer. Chose qu'on peut comprendre parce que Sersi, ça a l'air d'être quelqu'un
quelqu'un de très intelligent, d'assez doué, mais on voit que c'est aussi quelqu'un qui ne se sent pas avoir les épaules d'un chef. On peut comprendre sa complexité de ne pas réussir à prendre sa responsabilité de chef en se mettant à sa place. Après, c'est vrai aussi à côté que quand tu vois tout ce qui se passe, retrouver son ex, devoir retrouver tous les membres de l'équipe, les convaincre de revenir, ça fait beaucoup de responsabilités pour une chef qui vient d'être nommée. Après, c'est quand même un personnage très attachant, c'est aussi le meilleur personnage du film selon moi. Même le fait qu'elle ait sa vie humaine qu'elle aime, malgré qu'on lui dise tu dois redevenir une éternelle pour corriger les choses, c'est intéressant aussi, surtout par rapport à son copain dont on parlera plus tard. Mais vraiment, Cersei, c'est le meilleur personnage du film, c'est la plus intéressante à suivre. Ensuite, on a Sprite, jouée par Lia McHugh. C'est une enfant qui fait partie des éternels, c'est une enfant qui restera éternellement une enfant. Elle est dotée de la capacité de faire des illusions, en fait, si j'ai bien compris, une espèce de magie. De faire de la magie, de faire des illusions, c'est intéressant. Ah oui, pardon, je l'ai pas dit, Cersei, elle modifie les éléments, elle. Au toucher, elle modifie les éléments. J'avais oublié de le préciser, pardon. Donc Sprite, c'est une enfant qui regrette de toujours rester une enfant, qui aimerait grandir, qui aimerait vieillir, qui aimerait avoir une vie normale. Parce qu'à chaque fois, elle et Cersei ont dû déménager quand les gens se posaient des questions sur le fait qu'elle ne vieillissait jamais. Et voilà. Et honnêtement, Sprite, j'avoue que c'est une enfant, même dans sa tête, et c'est ça qui la rend intéressante. Parce que justement, elle agit comme une enfant, elle fait tout comme une enfant, donc évidemment, elle a aussi des réactions comme les enfants, au point que tu comprends ce qu'elle fait quand tu te mets à sa place, y compris en amour. Puis en vrai, Cersei, quand le combat joue plus sur la ruse, sur les illusions, que sur la force brute, elle peut être très forte en vérité. Oui, parce qu'un combat, ça ne se gagne pas qu'à la force brute. Après, on a Druig, ou Druig, je suis désolé pour la prononciation, joué par Barry Keoghan. C'est un éternel doté de la capacité de contrôler les pensées des autres, c'est-à-dire qu'il peut les manipuler à sa guise, il peut en manipuler énormément, les éternels ont une puissance vraiment énorme, hein. Même dans ce premier film, ça se voit à quel point ils sont balèzes. Et lui, contrairement aux autres, c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, à force de voir ce qui s'est passé, aimerait changer les choses. Et dans le monde d'aujourd'hui, il a décidé de se retirer et vivre sa vie paisiblement. Je le trouve intéressant lui aussi. En fait, lui, ce que j'aime bien, c'est que c'est le seul membre des éternels qui s'est posé la question du pourquoi on n'a pas le droit de changer les choses alors que ce qu'on voit, c'est horrible. Les guerres, les morts que ça fait, même les tyrans qui s'en sortent, ça fait partie de l'histoire. Et honnêtement, quand tu te mets à la place de Druig, tu le comprends. On aurait envie de faire comme lui si on était à sa place. Honnêtement, Druig, bon personnage intéressant aussi, surtout sur son développement, par rapport à ses pouvoirs et par rapport au rôle des éternels dans ce monde. Il me rappelle un peu Damian Wayne dans sa mentalité, mais en moins détestable. Surtout parce qu'il est très têtu comme Damian Wayne. Il change très difficilement d'avis. Ensuite, on a Phastos, joué par Brian Tyree Henry. C'est l'ingénieur des éternels qui est capable avec ses pouvoirs de créer plusieurs armes, plusieurs choses pour améliorer les choses, même dans la technologie et autres. Et c'est un ingénieur très talentueux parce qu'on sent que sans lui, l'humanité ne serait pas forcément allée très très loin. Oui, apparemment, il serait responsable de quelques inventions importantes de l'histoire, style la charrue. Pourquoi pas, moi je l'accepte, y a pas de problème. Et sinon, maintenant, il a décidé de se retirer et de vivre paisiblement sa vie de famille. Ouais, c'est un petit développement, mais le fait qu'il veuille se retirer parce qu'il a vu l'atrocité des guerres, ce qui se passe, que des fois, ses inventions, c'est pour le bien, mais ça fait le mal. On sent que le personnage est développé, qu'il a des remords, qu'il s'en veut, et qu'aujourd'hui, tout ce qu'il veut, c'est protéger ses enfants et son mari. Oui, c'est le personnage LGBT de Marvel. Pourquoi pas? Puis même, il a une relation assez mignonne avec son mari, il est attachant dans sa personnalité, et là on sent que s'il revient chez les éternels, ça serait avant tout pour protéger sa famille. Chose compréhensible parce que vu que sa famille c'est un peu tout ce qu'il a maintenant, c'est compréhensible. Ensuite on a Téna, jouée par Angelina Jolie. Donc Téna, c'est l'ancienne déesse de la guerre Athéna. Athéna, vous avez compris, c'était un rapprochement, c'était très facile. C'est une combattante très douée, mais c'est aussi une personne qui a tendance à faire parfois des crises assez dangereuses, limite on dirait un peu une rage berserk, mais elle n'est pas en rage, elle est juste aveuglée, où elle se met à attaquer tous ceux qu'elle voit autour d'elle, même les alliés. Aujourd'hui elle vit en paix avec Gilgamesh, elle profite de la vie, de la sérénité, elle continue quand même un peu de s'entraîner, mais elle a toujours peur de ses crises et elle a toujours peur de faire mal aux autres au point de les décapiter ou quoi que ce soit, même ses alliés. J'avoue que Téna, comparée aux autres, elle n'est pas totalement intéressante, mais au moins elle a un petit développement par rapport à cette espèce de rage en elle. Et j'avoue que ça la rend dangereuse, mais ça la développe assez bien aussi par rapport à ce qui va se passer. Même si Téna, bizarrement, moi quand je vois combattante hors pair comme ça me rappelle bizarrement Wonder Woman. Ensuite on a Gilgamesh, joué par Don Lee. Gilgamesh est un éternel qui est capable de se créer des super points. Bon, j'avoue que sur la distribution de pouvoir, c'est peut-être lui qui s'est fait le plus arnaquer sur les éternels. C'est un homme bon, un homme humble qui cherche à protéger Téna. Je pense qu'il est un peu amoureux d'elle, ça se voit. Parce qu'il s'est donné la mission de la protéger à tout prix, de veiller sur elle, et c'est une mission qu'il prend très à cœur, même quand les éternels ont besoin de lui à nouveau.
Petit développement intéressant, mais il semble par amour vouloir protéger Téna, vouloir ramener le meilleur d'elle, plutôt que cette espèce de rage qui la rend aveugle. Ok, c'est un des persos les moins développés des Éternels, mais ok. Puis au moins il y a du développement, pas comme d'autres. Ensuite on a Dane, joué par Kit Harington, c'est le petit ami de Cersei, c'est un professeur de fac normal, il vit sa vie paisiblement, il est amoureux de sa copine, il veut vivre avec elle, peut-être même se marier, ça c'est pas dit tout de suite. On voit qu'il est très heureux avec elle, on voit qu'il a aussi ses petits secrets apparemment. C'est un personnage qui se fait assez discret parce qu'on le voit surtout au début du film, mais on sent qu'il a quand même son rôle à jouer par rapport à Cersei. Assez léger mais ça fonctionne. Puis j'avoue que lui il sera peut-être mieux développé dans une suite, mais ça c'est lié à la scène post-générique et j'en dirai plus dans la partie spoil de ce côté-là. Ensuite, on a Ajak, joué par Salma Hayek. C'est l'ancienne chef des Éternels. C'est elle qui était chargée de les protéger, de leur donner leur mission. C'était la seule à pouvoir parler au dieu des Éternels aussi, Arishem. Mais pour le peu qu'on la voit, on sent qu'elle tient plus à son équipe qu'autre chose et que, même si c'est une Éternelle, elle pense avant tout au bien de son équipe et de l'humanité. Ajak a un grand cœur et je crois que c'est ce qui fait sa plus grande spécificité, c'est que c'est une bonne chef avec un grand cœur qui se bat plutôt bien, mais voilà, c'est regrettable qu'on la voit si peu. Enfin, on a Arishem, le dieu des Éternels entre guillemets. C'est lui qui est chargé de dire aux Éternels quelles sont leurs missions, c'est lui qui les a chargés de protéger la Terre, et j'avoue que c'est un dieu qu'on voit venir à des kilomètres sur la suite du long métrage, mais c'est quand même un personnage qui fonctionne. Je vais pas dire tous les secrets d'Arishem parce que je dois pas vous spoiler, mais honnêtement, Arishem est un personnage qui fonctionne, qui arrive à guider les Éternels à sa manière. C'est fait de manière intéressante, j'ai pas grand chose à dire dessus. Concernant les méchants, il s'agit des déviants. Les déviants sont des créatures qui sont apparues sur Terre il y a des années, ceux contre qui les Éternels doivent se battre. Mais comme les déviants, ce sont des créatures très spéciales capables d'absorber les humains et leurs connaissances, il n'y a que les Éternels qui peuvent s'occuper d'eux et les tuer officiellement. Les déviants, c'est pas des ennemis exceptionnellement marquants, c'est plus des petits méchants que tu vois comme ça. Les déviants, c'est juste ça, tu les vois, tu te dis ça fait des petits méchants qui fonctionnent. Après, j'avoue que celui qui semble avoir une conscience plus développée et qui est capable de se régénérer, il est plus intéressant parce que lui aussi, il commence à développer un cas de conscience, à se poser des questions par rapport à ses origines, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait là, mais aussi par rapport aux Éternels. Bon après ça ne fait pas un méchant exceptionnel à retenir à tout prix, mais c'est quand même un petit méchant qui marche bien. Je dis un petit méchant par rapport aux déviants modifiés. Sinon les déviants en eux-mêmes, j'ai pas grand chose à dire sur eux. Un autre point que je tiens à respecter de ce film, énormément, la mise en scène. La mise en scène est excellente. Et c'est pas une métaphore, c'est pas une manière de moquer. Non, 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 c'est véridique. La mise en scène est vraiment excellente. Les plans sont soignés, le choix des angles, de prise de vue, le choix des mouvements de caméra. Franchement, la mise en scène est magnifique. Et ça rend les scènes d'action meilleures d'ailleurs. Alors, c'était déjà un peu plus soigné dans Shang-Chi en termes de mise en scène d'action, mais j'avoue que là, c'est encore meilleur. J'aimerais bien qu'on continue dans cette direction. Enfin, en dehors de ça, oui, la mise en scène est excellente et c'est vraiment le meilleur point du film. En termes de symbolisme, il y a pas mal d'éléments qui fonctionnent, mais j'avoue que des fois, c'est des éléments liés à certains personnages dans une scène. Donc je peux pas réellement vous spoiler ces scènes en elles-mêmes, mais j'avoue qu'il y a quand même des éléments qui fonctionnent. Par exemple, Dane pour Cersei, par rapport à sa vie humaine plutôt que sa vie d'éternel. Même Ikaris, si elle redevenait une éternelle, qu'est-ce qui se passerait avec lui. Téna avec Gilgamesh, enfin voilà, je vais pas tout citer parce qu'il y en a pas mal, mais il y a de réelles idées. Pratiquement pour tous les Éternels, il y en a. L'univers arrive à s'étendre un peu plus. D'ailleurs, un truc que je respecte aussi des Éternels, c'est que c'est un film qui se dit, on se concentre sur le fait qu'on fait un film sur les Éternels. Et le lien au MCU, on verra plus tard. Il fait comme Black Panther de ce côté-là. Et j'avoue que ça fait plaisir parce que ça te permet de découvrir l'univers des Éternels, qu'après tu pourras rajouter dans le MCU. Même si, encore une fois, je le redis, ça va faire un univers beaucoup trop chargé, surtout maintenant que le multivers est annoncé. Mais bon, j'avoue, la découverte de l'univers des Éternels, avec leur technologie, leurs dieux et tout, c'était intéressant. Et ça donne envie d'en savoir plus dans une suite. Question jeu d'acteurs, à part quelques acteurs qui ont un petit peu de mal, comme Angelina Jolie, j'insiste bien sur le un petit peu, parce que Angelina Jolie essaye réellement de s'investir dans son rôle cette fois. J'avoue que les acteurs dans la majorité s'en sortent très bien. Ils sont investis dans leur rôle, ça se voit. Bon, dans l'ensemble, les acteurs s'en sortent bien, à 2-3 exceptions près, comme l'acteur d'Icaris et Angelina Jolie. Ils s'en sortent bien. Il y a pas mal d'inattendus qui fonctionnent malgré 2-3 éléments prévisibles qui se voient venir. D'autres éléments fonctionnent très bien. Les musiques sont vraiment de très bonne qualité. J'avoue que de ce côté-là, j'ai beaucoup aimé les musiques. Un truc que j'aime aussi beaucoup, qui n'a pas été très vu dans le MCU récemment, en tout cas dans les derniers films, l'iconisation. L'iconisation, c'est quand limite t'arrives à faire des peintures, des tableaux avec
ton film en fait. C'est une peinture en mouvement bien sûr, mais t'arrives à faire de certains plans de véritables peintures. Et bah là, ce film y arrive. La fin est de bonne qualité, les effets spéciaux sont bien gérés, la photographie est très belle. J'avoue que d'habitude, je ne fais pas attention à la photographie des films du MCU, mais là, j'avoue que je l'ai vraiment trouvé de très bonne qualité, cette photographie. Et le dernier point qui est très réussi, la tension. C'est pas une blague, la tension est réellement de qualité. En fait, ce qui est bien avec la tension de ce film, c'est une tension qui arrive à te faire avoir peur pour les personnages. C'est une tension qui te dit, attention, les Éternels ne sont pas tous protégés. Il y en a qui peuvent mourir, même les principaux peuvent mourir. Et là, on y croit à la tension. On y croit réellement. Autant l'émotion, j'y crois pas trop, autant la tension, j'y ai réellement cru pour le coup. Alors, partie spoil, avant de vous parler des scènes post-génériques, on va peut-être revenir sur 2-3 points. Alors déjà, je voulais revenir sur Ikaris sur un point, c'est par rapport au symbolisme. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand la bataille est terminée, pour se faire pardonner du fait d'avoir été du côté d'Arishem qui voulait que le Céleste revienne à la vie sur Terre, eh bien il décide d'aller au centre du soleil pour cramer. Il se fait brûler par le feu, comme s'il voulait se faire expier ses péchés par le feu. Il accepte d'aller en enfer. Ouais, c'est une métaphore simple, mais en vrai, je trouve que ça marche. Sinon, en dehors de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Que Sprite a fait équipe avec lui et a décidé de le rejoindre uniquement parce qu'elle était amoureuse de lui. D'ailleurs, les relations, j'en ai pas parlé, elles sont là, elles existent. Elles apportent quelque chose au développement de certains personnages, mais en vrai, les relations, j'ai l'impression qu'on en a rien à faire dans ce film. Je pourrais revenir justement sur Arishem et le fait que ce soit un Céleste. Donc un Céleste, en fait, est né quand la planète est sur le point d'exploser. Là, Arishem voulait que les Éternels détruisent les déviants restants par peur qu'ils empêchent la naissance du prochain Céleste sur Terre. Sachant que sur Terre, je le rappelle, hein, c'est là où il y a tous nos héros, c'est là qu'il y a tous les humains. Et justement, les Éternels essayent d'avoir un cas de conscience et se disent qu'ils doivent sauver la Terre, et non pas accepter que ce Céleste revienne à la vie. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la scène finale, la scène de bataille finale, où ils affrontent Ikaris, bien sûr, et un peu Sprite, mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment que Cersei arrête le Céleste, mais d'une manière vraiment magnifique. Et le Céleste, je vous jure que le Céleste, il est énorme. C'est un truc que j'aime bien, ça c'est la dimension de titanesque. Vous savez, quand on a vraiment l'impression de voir quelque chose de géant. C'est quelque chose que j'aimais bien dans Pacific Rim, premier du nom. Là par contre on l'a et purée, on le ressent. On va pouvoir revenir sur Kingo parce que comme je vous l'ai dit, le personnage est insupportable. Mais ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il ne participe pas à la bataille finale. Non, non, je rigole pas, il faut arrêter Céleste. Lui dit je préfère me retirer de l'équation parce que j'ai peur, je suis pas assez fort, nanani nanana. Tu ne le vois pas revenir pendant la bataille pour essayer de les sauver, hein, donc le mec ne s'est même pas bougé, il s'est même pas dit oh, cas de conscience, je vais revenir. Et par contre, tu le revois à la fin tranquillement qui emmène Sprite, comme s'il allait l'emmener à l'école. Je veux dire, au pire, le minimum pour Kingo, c'est même pas son pouvoir, hein, le fait de tirer des espèces de boules de feu, de blaster ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien le pouvoir, et c'est pas inutile, ça peut aider. Mais je comprends pas pourquoi il a pas participé à la bataille finale, en fait. Même la peur, c'est pas une excuse. Regardez Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 2, il avait peur du Kraken, il a fui d'abord. Mais quand il a vu que le compas indiquait le Black Pearl, je suis désolé, ça se voit mort dans la mise en scène, là il s'est dit putain, je reviens, je vais aider mes amis, on va vaincre le Kraken. Alors, ils ont pas gagné au final, mais tu vois que Jack est revenu pour une bonne raison, en fait. Et Kingo, j'aurais aimé que ça soit ça. J'aurais aimé qu'il revienne au moins dans la bataille finale pour une bonne raison. Limite qu'il arrête Sprite quand elle est en train de s'en prendre à Cersei. Après, c'est peut-être l'acteur qui avait pas le temps et ils ont dit bon bah tant pis, on va l'enlever de la bataille finale. Mais honnêtement, c'est regrettable. Parce que quand tu as un film d'équipe, tu mets toute l'équipe, à part si l'un d'eux est mort. Mais je sais pas, Avengers par exemple, le premier du nom, on avait tous les Avengers qui se battaient. Hulk, il n'était pas resté dans son coin et il n'arrivait pas à la fin en mode « Ah, ça y est, j'arrive après la bataille, tout va bien. » Non, il est venu justement. Et Kingo aurait dû faire ça aussi. Ouais, je sais, ça aurait été prévisible, mais il aurait dû. Parce que ne pas le voir de la bataille finale et le revoir après en mode « Oh, bah ça va, je vais m'occuper de Sprite, tout va bien. » Non. Bon, revenons maintenant sur les scènes post-génériques. Donc déjà, la première nous montre les Éternels restants dans le vaisseau qui veulent aller sauver ceux qui se sont fait capturer par Arishem sur Terre. Faut croire qu'Arishem n'était pas très content que le Céleste ne soit pas né. Donc il a emmené les Éternels qui vivaient sur Terre avec lui. Et donc ces Éternels restants qui sont dans le vaisseau sont en train d'organiser un plan pour essayer d'aller les chercher. Et donc après, tu as le frère de Thanos qui se ramène. J'ai pas retenu le nom, je m'en excuse. Et il y a une espèce de troll avec lui qui est là juste pour faire rire. Ah Marvel, vous étiez à ça de faire une scène intéressante. Ah ça, il n'y aurait pas eu ce putain de nain, j'aurais accepté la scène sans problème. Mais malheureusement, le troll est là pour faire rire, le frère de Thanos est là pour dire ah je sais où ils sont, je vais venir vous aider. Bah ouais, tu vas nous aider, c'est bien. J'ai pas grand chose à dire sur la première scène, en fait au final, la première scène c'est surtout une scène où il prépare un sauvetage avec un allié inattendu, qui est apparemment un Céleste. Et donc la deuxième scène post-générique, qui là est plus intéressante,
On a Dane, donc l'humain lambda, qui sort une épée qui semble emplie d'une énergie maléfique qu'il veut toucher parce qu'il est comme attiré par ce pouvoir. Et il y a quelqu'un à la fin qui lui dit, avant qu'il ne touche l'épée, « Si j'étais vous, je ne ferais pas ça, Dane. » Bon, apparemment, ça serait Blade qui lui dirait ça. Mais j'avoue que cette deuxième scène post-générique est déjà plus intéressante. Je sais pas si c'est lié au film Blade qui va arriver, ou si c'est lié aux Éternels 2, ou si Dane va devenir un rôle principal dans la suite du MCU. Mais en tout cas, j'avoue que cette scène-là était beaucoup plus intéressante à suivre que la première. Voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter. Donc, le bilan des Éternels, c'était sympa. Vraiment, je trouve que ce film a beaucoup de qualités à défendre. Je trouve que c'est un film qui a su montrer, en effet, que si tu diffères du cahier des charges de Marvel, tu peux faire un truc meilleur, parce qu'au final, je le redis, le plus gros problème du MCU maintenant, c'est son cahier des charges. Les Éternels est un film qui a toujours le cahier des charges du MCU, surtout dans le dernier quart du film, mais qui a réussi à nous faire comprendre que moins on utilise ce cahier des charges, plus on a de chances de faire un futur film marquant du MCU, même si je préférerais que le MCU s'arrête au bout d'un moment parce que l'univers va être trop riche. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, Les Éternels, bon film que je vous conseille de regarder. Moi, personnellement, je ne regrette pas ma séance. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai toujours quelques petits reproches par rapport au cahier des charges, plus 2 ou 3 détails avec lesquels j'ai eu un peu de mal, mais en vrai, le film est bon. Et je pense qu'il saura plaire à beaucoup de personnes. Sauf aux fans habituels du MCU qui veulent juste un humour pourri, des personnages drôles, de ne pas beaucoup réfléchir au scénario, et ça, je regrette vraiment parce que là, vous avez la preuve que quand on s'éloigne du cahier des charges, ça donne un meilleur film. Et franchement, Marvel, j'aimerais qu'à l'avenir, vous continuiez dans cette direction-là. Si c'est mal barré, parce que le prochain que vous sortez, c'est Spider-Man, et comme il est réalisé par un Yes Man fainéant qui s'en fout, voilà quoi. Hein. Mais bon, lui, on attendra quand il sortira. Je vais éviter de dire trop de mal de lui avant. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!